Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais présenter le cours du monohybridisme. Mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants. Et on commence. Pour ce cours, il y a deux parties. Il y a la partie du monohybridisme proprement dite et il y a une partie de la génétique humaine. Donc, pour cette vidéo, je vais parler uniquement du monohybridisme et j'ai laissé la génétique humaine pour la prochaine vidéo. Quelle est la différence entre monohybridisme et dihybridisme? Donc, lorsqu'on croise deux individus qui diffèrent par un seul caractère, il s'agit du monohybridisme. Et lorsqu'on croise deux individus qui diffèrent par deux caractères, il s'agit du dihybridisme. On va aborder essentiellement l'expérience de Mendel dans cette vidéo. Donc, je vais d'abord juste montrer l'expérience et les résultats, puis les expliquer, d'accord? Il a croisé une tige courte, voilà, une tige courte pure avec une tige longue pure pour obtenir la première génération. Dans la première génération, il a remarqué que les tiges sont 100% des tiges longues, d'accord? Et pour la deuxième génération, il a laissé ces individus s'auto-féconder et s'auto-croiser pour obtenir la deuxième génération. Et pour la deuxième génération, c'était 75% tiges longues et 25% tiges courtes, d'accord? À partir de la première génération, il a synthétisé que les caractères ne sont pas les mêmes. Il y a des caractères qui seront plus significatifs par rapport aux autres. Et c'est le caractère dominant. Et c'est celui qui apparaît apparemment dans la première génération puisqu'il est le plus fort par rapport à l'autre qui est récessif. D'accord? Donc, le caractère dominant est récessif. Le caractère dominant est le caractère de la première génération. Le caractère dominant est plus fort, plus significatif que le récessif. Mendel a synthétisé que la transmission d'un caractère se fait par l'intermédiaire des gamètes. Deux gamètes qui présentent le même caractère mais n'ont pas toujours les mêmes allèles. Je vais expliquer tout ça. Il a croisé d'abord une tige longue pure avec une tige courte pure. Ça veut dire la tige longue pure comporte un seul caractère qui est longue. Voilà. Et pour la tige courte, c'est la même chose. C'est court. Je vais montrer que le majuscule ici veut dire tige longue et le minuscule veut dire tige courte. D'accord? Et majuscule pour dominant, parce que le caractère long est le caractère dominant. Et la tige courte, le caractère court est le caractère récessif. C'est pour cela, c'est présenté par une lettre qui est minuscule. Et bien sûr, chacun de ces deux individus sont des individus diploïdes et on sait tous que les gamètes sont haploïdes. Donc, on obtient des gamètes par la méiose, on obtient des gamètes haploïdes à partir des cellules diploïdes par la méiose. Comme vous voyez ici, cette tige comporte un seul caractère. Donc, il y a un seul caractère pour tous les gamètes. Il y a une seule possibilité dans les gamètes on peut dire que c'est le papa et c'est la maman, d'accord? Donc, pour les gamètes du papa, tous les gamètes vont obtenir le même caractère. Pourquoi? Parce que le papa déjà a un seul caractère. Et pour la maman, c'est la même chose, d'accord? Donc, il y a la fusion de ces deux gamètes pour obtenir le bébé, le fils. Et le génotype, ça veut dire l'expression génétique du bébé sera comme ça. T majuscule, T minuscule. Et bien sûr, on a remarqué que tous les individus de la première génération résultante du croisement de ce papa et cette maman sont des tiges longues. Et voilà.
le génotype de ces individus. Comme vous voyez, elles sont tous longues parce qu'elles comportent le caractère dominant T majuscule, le caractère dominant tige longue. C'est pour cela les individus de la première génération sont des tiges longues. Pour le deuxième croisement, on a laissé ces individus de s'auto-croiser et s'auto-féconder, voilà, comme ça, pour obtenir la deuxième génération. Mais pour étudier les individus de la première génération, on doit d'abord analyser les gamètes du nouveau papa et de la nouvelle maman. D'accord? Donc, comme vous voyez tous, le nouveau papa a deux caractères. Je sais, un seul est significatif, mais il a deux caractères. Donc, pour les gamètes haploïdes résultant de la méiose du papa, il y a deux possibilités. Il y a des gamètes qui obtiennent le caractère T majuscule et il y a d'autres gamètes qui obtiennent le caractère T minuscule. La même chose pour la maman. Donc, il y a deux possibilités pour les gamètes du papa et deux possibilités pour les gamètes du maman. Donc, pour étudier la fusion d'un gamète d'ici et d'un gamète d'ici, on doit étudier les possibilités résultantes du croisement de ces possibilités avec ces possibilités. Et pour cela, on a besoin d'utiliser le tableau des gamètes, le tableau de Punnett ou bien le diagramme d'union. Donc, pour cette vidéo, j'ai utilisé le diagramme d'union. Et c'est la même chose. Vous pouvez utiliser ça ou ça, d'accord? Voilà le diagramme d'union. Voilà le papa et la maman et les gamètes. Donc, pour obtenir les nouveaux individus de la deuxième génération, bien sûr, on a besoin de fusionner, de la fusion d'un gamète du papa et d'un gamète de la maman. Donc, il peut y avoir le T majuscule du papa avec le T majuscule de la maman, TT. Il peut y avoir le T majuscule du papa avec le T minuscule de la maman. On ne peut pas faire un croisement entre T majuscule et minuscule du papa, d'accord? Donc, le croisement ici, ou bien la fusion en fait. Ici, c'est croisement, mais ici, c'est fusion. C'est l'union d'un gamète avec un autre, d'accord? Donc, l'union d'un gamète du papa avec un gamète de la maman, d'accord? Et donc, je répète. Il peut y avoir T majuscule du papa avec T majuscule de la maman. Voilà. T majuscule du papa avec T minuscule de la maman. Il peut y avoir T minuscule du papa avec T majuscule de la maman. Il peut y avoir T minuscule du papa avec le T minuscule de la maman. Et voilà les probabilités de la deuxième génération. Si on va résumer tout ça, on va voir que il y aura 3 tiges longues et une tige courte sur 4. Donc, il y a 3 sur 4 tiges longues et une ou bien 1 sur 4 tiges courtes. D'accord? Ça veut dire 3 tiges longues contre une seule tige courte. Pour ces tiges longues, ils ont le même phénotype. Ça veut dire elles sont tous des tiges longues. Mais comme vous voyez, le génotype n'est pas le même, n'est-ce pas? Donc, il y a tige longue pure, comme vous voyez, T majuscule. Pourquoi pure? Parce qu'elle comporte déjà un seul caractère. C'est le même caractère. Le même caractère à l'intérieur d'elle, le même caractère à l'extérieur d'elle. Voilà à quoi ça sert, disons que l'individu est pur. Mais pour ces deux, comme vous voyez, elles ont le caractère récessif, le caractère court. Mais ils sont des tiges longues. C'est ce qu'on appelle des individus ou bien des membres hybrides. Hybrides, parce qu'ils ne sont purs. Hybride, c'est le contraire de pur. Revenons à cette diapositive. Donc, la transmission d'un caractère se fait par l'intermédiaire des gamètes. C'est déjà vu. Deux gamètes qui présentent le même caractère, mais n'ont pas toujours les mêmes allèles. À quoi ça sert, disons que le même caractère, mais non pas les mêmes allèles? Par exemple, ici, on a étudié la fusion
du gamète T majuscule avec T minuscule. Pourquoi? Ici, c'est la fusion des deux gamètes qui ont le même caractère. Le même caractère veut dire longueur de la tige, mais non pas les mêmes allèles, longue et courte. Ça veut dire, il n'a pas croisé un caractère qui concerne la longueur avec un caractère qui concerne la couleur, par exemple. Non, c'était T. Il n'a pas croisé un T avec C, avec couleur. Non, il a croisé une longueur avec une autre longueur, mais non pas nécessairement la même longueur. D'accord? C'est le sens ici. Donc, deux gamètes qui présentent le même caractère, mais non pas toujours les mêmes allèles. D'accord? Après, on a étudié donc la première génération et la deuxième génération. Maintenant, je vais parler de la troisième génération. Ce n'est pas vraiment important, mais bon. Parmi plusieurs possibilités, on peut avoir. D'abord, voyons ici dans la deuxième génération, il y a trois types de génotypes. Il y a génotype pur, tige longue, T majuscule, T majuscule. Il y a génotype pur, tige courte, T minuscule, T minuscule. Et il y a le génotype hybride. Le génotype hybride, T majuscule, T minuscule. Donc, soit T majuscule ou T minuscule, T minuscule. Je ne suis pas en train de parler des portions etc. Mais je suis en train de parler de type. Donc ici, je vais considérer T majuscule, T minuscule une seule fois et non pas deux fois. Parce que je suis en train de parler du type et non pas du pourcentage. D'accord? Donc je répète. Pour la deuxième génération, il y a trois types. Il y a T majuscule, T minuscule, ou bien T majuscule, T minuscule. D'accord? Donc pour la troisième génération, parmi plusieurs possibilités, on peut avoir, voyons ici, le croisement de T majuscule avec T majuscule. Il y aura bien sûr T majuscule, tige longue pure, T minuscule avec T minuscule. Il y aura T minuscule, et T majuscule avec T minuscule. Il y aura les mêmes résultats que les résultats de la deuxième génération. Voyons ici, les probabilités dans la troisième génération sont vraiment nombreuses. C'est pour cela on l'utilise pas généralement. Voilà. Et pour ces diapositives, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, mais bon, on répète. Espérant que ça sera plus utile. Donc, les deux variantes T majuscule et T minuscule sont des allèles de ce gène. Le gène, c'est la longueur. Et T majuscule, T minuscule, les allèles, les formes, les variantes de ce caractère, de la longueur. La longueur peut être courte ou longue, d'accord? En résumé, le monohybridisme concerne l'étude d'un seul gène, d'un seul caractère, pouvant avoir deux variantes de forme, longue et courte dans cet exemple, ou allèles. Chez un individu diploïde, les deux allèles du caractère sont notés A majuscule, A minuscule, ou A majuscule, A minuscule, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il peut y avoir trois combinaisons possibles. C'est A majuscule, A majuscule, oh mon Dieu, ou bien A majuscule, A minuscule, ou bien A minuscule, A minuscule, d'accord? Donc, pour cela, c'est le génotype. Et pour le caractère exprimé qui est pareil sur la tige, c'est le phénotype. Pour la théorie chromosomique du gène, c'est quoi l'essentiel dans cette paragraphe? C'est que lorsque Mendel a observé la manière de séparation des chromosomes dans la méiose et lorsqu'il a étudié la manière de séparation des caractères ici, il a fait une recombinaison entre ces deux et il a synthétisé que ces caractères sont situés sur les chromosomes, puisque la manière de séparation de ces gènes était la même que la manière de séparation des chromosomes. Donc, on peut dire que c'est une étude qui a été cytologique, et c'est une étude qui a été par la logique, et il a recombiné
il a fait une recombinaison entre ces deux, pour synthétiser que les gènes sont situés sur les chromosomes. D'accord? À partir de cette expérience, on peut différencier entre trois ou bien deux types du génotype. Il y a le génotype homozygote et il y a le génotype hétérozygote. Attendez, voyons ici, c'est un génotype qui est homozygote. Ça veut dire, dans une cellule diploïde, il y a deux allèles similaires d'un seul caractère. Il y a l'allèle du caractère long avec le caractère long. C'est le même caractère sur les deux allèles. C'est ça le génotype homozygote. Donc génotype homozygote comme celui-là, et génotype homozygote comme celui-là, et génotype hétérozygote comme celui-là. Ça veut dire les allèles d'un seul caractère ne portent pas le même caractère. Pour l'homozygote, il y aura bien sûr l'expression de ce caractère qui est présenté sur les deux allèles. Il y a un seul caractère qui sera exprimé, n'est-ce pas? Il n'y a pas un problème. Mais pour le génotype hétérozygote, il y aura l'expression du caractère qui est dominant, bien sûr. Pour la conclusion, on va aborder les deux principes de Mendel, les deux principes que Mendel a synthétisés de sa expérience. Mais d'abord, je veux vraiment rendre ces lois logiques pour vous, pour faciliter les mémoriser, et pour cela on a besoin d'imaginer et de considérer si nous étions à sa place. Comment on va voir ces choses? Pour la première loi, c'était logique pour moi personnellement, j'espère que ce sera également comme ça pour vous. Donc la loi de dominance et de l'uniformité. Lorsqu'il a remarqué qu'il y a un seul caractère dans la première génération, il a synthétisé que les caractères ne sont pas similaires. Il y a un caractère qui est plus fort, qui est plus sauvage, qui est plus significatif, et c'est le caractère dominant. Donc, la première loi veut dire qu'il y a des caractères dominants et des caractères récessifs. C'est clair, je crois. De l'uniformité, bien sûr, de la première génération par le caractère dominant. Et pour la deuxième loi, la loi de pureté des gamètes, que chaque gamète ne peut prendre qu'un seul caractère. Ça veut dire, pour l'expérience qu'on a étudiée, il y a deux caractères, n'est-ce pas? Il y a le caractère lent et le caractère court. Donc, il y a des gamètes qui portent le caractère, puisque les gamètes sont haploïdes, ils vont porter un seul caractère, n'est-ce pas? Donc, il y a des gamètes qui portent le caractère lent et il y a des gamètes qui portent le caractère court. Mais il n'y a pas des gamètes qui portent le caractère cocktail ou mix entre ces... Il n'y a pas des gamètes qui portent le mélange de ces deux caractères. Mais, ok, je suis d'accord. Mais pourquoi Mendel et comment Mendel a synthétisé ça? Et voyons, ici c'est la première génération et ici c'est la deuxième génération. Dans la première génération, il n'y a pas de tous le caractère récessif qui est le caractère court, n'est-ce pas? Mais malgré ça, il y a un individu qui porte ce caractère dans la deuxième génération, résultante du croisement de la première génération. Ça justifie la persistance de ce caractère. S'il n'était pas indépendant, supposons qu'il a été fusionné avec l'autre, mais l'autre, il est plus significatif, selon cette logique, il n'y aura plus l'apparition de ce caractère, n'est-ce pas? Mais le fait que c'est apparent dans la deuxième génération justifie qu'il a été toujours existant comme un propre caractère dans un propre gène, et c'était juste caché ici. Et voilà d'où vient la deuxième loi du Mendel. Pour l'interprétation cytologique, c'est le même principe que j'ai parlé de lui ici. Voilà. Donc c'est la recombinaison entre la séparation des chromosomes dans la méiose et la séparation des caractères que Mendel a parlé d'elle. Et c'est ça, c'était la première partie du cours monohybridisme. Je sais, le support n'est pas aussi beau gosse comme les autres supports que j'avais l'habitude de faire, mais j'avais pas vraiment du temps. L'essentiel,
J'espère vraiment que ça sera facile pour vous. Et n'oubliez pas de me faire un petit like et subscribe. Je vais partager la deuxième partie le plus vite possible. Et je vous souhaite le très très bon courage et à la prochaine.